On va passer donc au dernier topo, qui est celui de monsieur le professeur Joannet, qui est secrétaire de l'Académie nationale de chirurgie et qui est très sensibilisé aux infections de sites opératoires et à la place de la chirurgie dans la prévention de celle-ci, qui va nous parler donc des champs à inciser imprégnés d'iode. Oui, merci. Donc, effectivement, c'est un sujet qui m'a... Parce que moi, je suis pas... Ça m'a toujours intéressé, l'infection du site opératoire. Je ne suis pas particulièrement spécialiste, mais comme je suis curieux, j'ai toujours participé. Et donc, la question, en fait, c'est qu'on voit bien que les choses évoluent lentement dans la lutte contre l'infection. Bon, je ne me rappelle pas Semmelweis. Ensuite, Lister a été évoqué tout à l'heure. Altmeyer, bien sûr, qui était un chirurgien d'ailleurs, un chirurgien américain, gynécologue, qui a beaucoup fait pour faire avancer les choses. Et puis, on voit bien que ça avance lentement, puisque cette histoire de Nice, là, en fait, ça a commencé dès 1970 et les premières études, on les a vues arriver vers les années 90, me semble-t-il. Et donc, Culver, Emory, tout ça, c'est ça qui a lancé le Nice en pratique. On voit bien que ça va très lentement. Alors, le Nice, quand on regarde les chiffres, ben, finalement, bon, là, si on regarde les chiffres de 2001 du raisin, de 2014 du raisin, alors, où est-ce que j'ai une... Voilà, c'est ça. Et puis du centre des maladies américains en 2004, bon, on voit finalement qu'il y a un certain nombre de taux d'infection, mais on voit bien qu'il y a des opérations où il y en a plus que d'autres. Donc, il y a des opérations plus à risque que d'autres, et la césarienne, la chirurgie colorectale, les pontages coronaires. Bon. Parallèlement, les techniques ont évolué. Et on voit, là, voici une compilation des réseaux de surveillance d'infection du site opératoire dans les différents pays. Une compilation qui a été faite par Abbas en 2019. Globalement, les infections, bon, finalement, elles ont quand même tendance à baisser, elles s'améliorent, mais il reste encore des pathologies, des opérations, des spécialités où ce sujet est plus sensible que dans d'autres. Il y a par exemple, je pense par exemple aux hernies inguinales. Bon, on est quand même sur des taux maintenant qui sont quand même devenus extrêmement faibles, à tel point d'ailleurs qu'on a un mal fou à savoir s'il faut leur faire une antibioprophylaxie ou pas, puisque les sociétés savantes ne sont pas d'accord entre elles. Ce taux d'infection du site opératoire, il a diminué progressivement dans un certain nombre de domaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'association des techniques mini-invasives, l'apport de la checklist avec une meilleure antibioprophylaxie, une meilleure gestion de l'antibiothérapie, l'ARAC, l'ambulatoire. Il y a également le retour d'informations auprès des chirurgiens, c'est ce que nous sommes en train de faire ce soir, où finalement les messages finissent par passer. Et l'association de toutes ces mesures fait que finalement, quand elles sont réalisées, eh bien, ça finit par aboutir à une certaine efficacité. Là, ce sont les chiffres de deux équipes de Breda, de chirurgie vasculaire et de chirurgie digestive, qui montrent que quand on fait tout, hein, ça marche, on diminue les risques. Alors, il y a également un autre problème qui est un problème de marqueur. Lorsque j'avais participé aux précédentes recommandations de la Société française de chirurgie digestive avec Christophe Mariette et Alain Sauvanet en 2005, on avait bien vu que ça frémissait bien en faveur des solutés alcooliques pour diminuer les chiffres des ISO. Mais ce n'était pas encore absolument formel. Ce soir, les messages passent régulièrement. Ce sont les solutés alcooliques par rapport aux solutés aqueux. Mais à l'époque, les études sur les ISO n'étaient pas si tranchantes. Actuellement, donc, alors, il y a des arguments en faveur de la chlorhexidine. Vous avez un peu compensé le message en disant que finalement, ce n'était pas si franc. Et d'ailleurs, maintenant, on se pose la question de savoir comment on ne pourrait pas associer les deux, l'un puis l'autre, etc. Mais à l'époque déjà, dans ces conclusions qui étaient sorties en 2005 dans l'Annales de chirurgie, les études montraient que les ISO, c'était moins discriminant que la colonisation. Les études qui s'intéressaient à la colonisation
montrait des résultats plus discriminants. Vous voyez que quand on s'intéressait aux ISO, le risque relatif d'insoluté alcoolique, l'avantage d'insoluté alcoolique était de 0,70. Quand on s'intéressait les études qui s'intéressaient à la colonisation montraient que le risque relatif était de 0,45. Pareil sur la comparaison des deux. Alors, le sujet aujourd'hui, ce soir, c'est est-ce qu'il faut utiliser les champs collés iodés? Ben non, il ne faut pas les utiliser, puisque la doxa, la base Cochrane, qui est la doxa internationale, a répondu en 2015, la base Cochrane de Webster, qu'il ne fallait pas utiliser les champs collés iodés. Alors, également, j'élimine le sujet des champs collés tout simples, où là, il y a même des études qui montrent qu'il y a plus d'infections que quand on ne les utilise pas. Alors, on se dit, bon, c'est la base Cochrane. Hein. Moi, j'ai toujours reçu les bases Cochrane comme des paroles d'évangile et je me suis un peu intéressé à la question. Alors, cette base Cochrane, elle n'a sélectionné, elle n'a gardé que 7 études. Bon. Alors, cette étude, la première, c'est 121 fractures de hanche. La deuxième, on peut penser que c'est quand même pas mal, c'est 1340 césariennes. La troisième, il y a essentiellement des hernies, des appendicites et des vésicules, pour la moitié des cas. Donc, ce sont des chirurgies où il n'y a pas un risque énorme d'infection. Bon, Jackson, c'est également de la chirurgie viscérale, il n'y a pas tant de cas que ça. Ça, il a 144 chirurgies viscérales. Là, on a la chirurgie cardiaque, on sait qu'il y a un fort risque d'infection de site opératoire. Le problème, c'est qu'il y a 4 bras. Donc, c'est quand même c'est un peu difficile de discriminer. C'est sûr que méthodologiquement, c'est très important, c'est très bien fait, mais après, on a besoin d'avoir des conclusions. Et puis, Ward 620 césarienne. Et donc, la conclusion, c'est les champs adhésifs donnent plus d'infections du site opératoire que l'absence de champs adhésifs. Et les champs adhésifs iodés, c'est le sujet du soir, n'apportent rien. Très bien. Et alors, j'ai l'impression d'être un peu critique, mais on a fait une base Cochrane pour vérifier la base Cochrane de Webster. Donc, Liu, en 2018, a fait sur le même sujet et a abouti au même résultat. Bon. Parallèlement, il y avait des études qui étaient faites par Mimose et Lucet sur l'histoire des cathéters centraux, avec des champs collés imprégnés de chlorhexidine. Et là, on voyait qu'il y avait quand même des différences significatives en faveur d'un antiseptique dans les champs collés en matière sur l'ISO et sur la colonisation. Donc, on s'est dit, tiens, bon, est-ce que c'est bon, etc. Alors, on s'est dit, mais finalement, la colonisation, est-ce que c'est un bon marqueur, tout ça? Bon. En fait, il y a très peu de choses sur les taux de colonisation d'infection, sur les taux de colonisation de la plaie opératoire en fin d'intervention. Quand on regarde dans les bases, j'ai retrouvé 541 articles, mais en fait, ce sont essentiellement des articles qui sont consacrés à la colonisation du staphylocoque avec les prélèvements nasaux, de la décontamination, en fait. Donc, ce n'est pas vraiment notre sujet. Et on trouve que quelques articles, on voit qu'il y a des taux de recolonisation pour les interventions, même quand elles ne sont pas très longues. On a quand même une étude là, sur la chirurgie cardiaque où il y a 98% de la colonisation de la plaie en fin d'intervention, avec pour un quart de patients d'entre eux une très forte concentration. Et puis, Rezapour, on va en parler. Voilà. Alors, sur ces histoires de colonisation, on voit aussi que, là encore, il y a des chirurgiens qui utilisent des champs collés. Là, il ne s'agit pas de cathéters centraux, il s'agit de drains ventriculaires en neurochirurgie, et que l'utilisation de ces champs collés, alors ce n'est pas des champs collés iodés, c'est de la chlorhexidine, diminue significativement la colonisation. Donc, on poursuit un peu la réflexion. Et quand on regarde donc, les études qui ont été consacrées au taux d'ISO avec ou sans utilisation de champs imprégnés d'iode, champs collés imprégnés d'iode, on voit qu'en termes d'ISO à droite, les premiers résultats ne sont pas significatifs, hein, c'est-à-dire que là, ce sont 2 études prospectives contrôlées qui ne montrent pas, pardon, excusez-moi,
qui ne montrent pas de différence. Et puis, quand on commence à regarder les études les plus récentes, en particulier de la chirurgie hépatique, la chirurgie cardiaque et la chirurgie thoracique, c'est-à-dire ce sont des études qui s'intéressent à des chirurgies lourdes. Il ne s'agit pas de hernie inguinale par célioscopie, ni de cholécystectomie en ambulatoire. Il s'agit de la chirurgie lourde qui dure et qui est donc à risque. Eh bien, on voit qu'il y a une différence significative pour les champs imprégnés d'iode dans ces 3 dernières études. Je parle là de taux d'ISO. Si on regarde la colonisation, alors la colonisation, la première étude, c'est celle de Lewis. Donc, alors Lewis, c'est 45 hernies inguinales, 3 bras. Il n'y a pas de qui montre que ce n'est pas intéressant d'utiliser les champs collés iodés. Mais les autres études, et là, c'est pareil, on parle de chirurgies qui sont des chirurgies à risque. Bon, le viscéral, là, il n'y a pas que des chirurgies à risque, puisqu'il y a également des hernies des vésicules, mais viscérale césarienne, orthopédie, PTH, thoracique et PTG. Eh bien, on voit qu'en termes de colonisation en fin d'intervention, eh bien, excusez-moi, les différences sont significatives lorsqu'on utilise des champs collés imprégnés d'iode. Donc, moi, je ne suis pas contestataire, je ne suis pas spécialiste, je dis simplement que probablement, si j'étais un chirurgien viscéral qui faisait des hépatectomies ou un chirurgien thoracique qui fait des pneumonectomies ou un chirurgien cardiaque qui fait des sternotomies, je me poserais sérieusement la question d'utiliser ce type de matériel. Je ne fais pas ce type de chirurgie, donc je n'utilise pas le champ collé imprégné d'iode, mais je reviens à la réflexion que je faisais. Il y a 15 ans, il n'était pas si évident d'utiliser des solutés alcooliques. Maintenant, c'est l'évidence. Moi, la réflexion que je me fais, c'est est-ce qu'il faut attendre 15 ans pour dire, tiens, les champs collés iodés, c'est utile dans certaines chirurgies à risque. Voilà une réflexion que je vous soumets et que je voulais apporter, parce que tout ça évolue lentement et on peut être parfois plus ciblé dans les réflexions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Joannet. Avez-vous des questions dans l'Assemblée parmi les... Y a-t-il des questions? Comment ça se fait? Ça me laisse bouche bée. Hein. Voilà, c'est un sujet massif qui assomme. Mais en fait, non, parce que c'est une question qui se pose. Actuellement, en règle, on dit, voilà, ce n'est pas recommandé. Il n'y a pas de recommandation à coller un champ adhésif. C'est encore, la porte est ouverte. Oui, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être certaines chirurgies à risque où ça vaut le coup. C'est clair que ça ne vaut pas le coup pour les chirurgies simples, etc. Mais c'est aussi une façon de critiquer les études qui n'apportent pas des résultats très, très probants, quoi. Moi, je ne suis pas là pour faire la révolution, mais en tant que praticien, quand je vois tout ça, je me pose les questions, quoi. Et puis, je trouve que, alors je ne sais pas ce qu'en pensent les hygiénistes, mais l'étude des colonisations en fin d'intervention, il n'y a pas beaucoup d'études. Pourquoi? Parce que c'est difficile à faire, parce que c'est pas fiable, c'est pas important. Enfin, voilà, je pense que ça nous aiderait. Alors, c'est peut-être. Non, moi je serais un peu plus clinique. Point de vue qui serait très intéressant parce que ces études-là sont pas du tout faciles à faire, astreignantes. Et est-ce que le résultat serait à la hauteur des attentes? Je ne sais pas. Dans le même sens, la colonisation bactérienne, je veux bien, mais ce qui m'intéresse, moi, pour être pragmatique, c'est plus les infections du site opératoire, notamment superficielles. La question est posée, mais ça fait partie de ces études pour lesquelles il faut multiplier tellement le nombre de sujets à entrer dans l'étude que
ça peut être relativement dissuasif. D'autre part, Joseph Haller est là, il est muet. Il est muet. Non, est-ce que je peux apporter un plus, Oui. une réflexion, dans le sens où colonisation bactérienne, je veux bien, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les ISO superficiels éventuellement, ou les ISO. Donc, Oui. il faut avoir une réponse, une question clinique et une réponse clinique. On a beau faire 50 études sur la colonisation, si on n'a pas d'impact clinique de la colonisation, si on n'a pas posé une question clinique, on n'y arrivera pas. Oui. Mais alors, oui, tu as raison, c'est notre sujet, mais d'un autre côté, si on a des marqueurs qui nous permettent d'avoir peut-être des résultats, enfin des directions à piocher plus faciles, Mais pourquoi ça permet passer par d'avancer la plus vite. phase colonisation? Pourquoi ne pas aller directement dans une étude où le critère de jugement, c'est l'infection du site opératoire? Ben, Tout tu simplement. vois bien, tu vois bien que c'est compliqué, c'est discriminant. Moi, j'aimerais bien avoir le point de vue de Joseph Fajar. Alors, tu l'as très bien dit, Hubert, à la fin de ta diapositive, c'est que le taux d'infection est très compliqué. Il nous faudrait des bras énormes parce qu'on a des taux d'infection relativement bas maintenant. Donc, pour pouvoir avoir des groupes homogènes comparatifs, eh bien, le nombre dans chaque bras serait très important, avec la difficulté d'avoir des centres qui vont nous donner ces groupes homogènes de patients dans des chirurgies spécifiques, etc. Quant à la partie colonisation, là, on se heurte à autre chose qui sont les techniques de prélèvement, notamment en fin d'intervention. Mais je crois que tu as soulevé une comparaison tout à l'heure entre ce qui vient d'être dit sur l'irrigation en fin d'intervention de la plaie opératoire par une solution antiseptique diluée qui est finalement recommandée dans quelques indications. Et je me pose la question d'une comparaison toute bête entre ces champs imprégnés d'iode que l'on met pour la partie intervention et ensuite l'irrigation elle-même de produits antiseptiques. Je n'apporte absolument aucune réponse, hein, mais moi je suis de ton avis, on ne peut pas rester sans aller de l'avant et sans réfléchir. Par rapport à ta conclusion, Hubert, je retiens donc que les champs imprégnés d'iode sont utiles pour la chirurgie majeure, hépatectomie, duodénopancréatectomie, chirurgie thoracique majeure, etc. C'est bien ça? Et les quelques études qui ont été réalisées montrent des différences Oui, significatives sur les oui, ISO. Hein. oui, tout à fait. Et donc, par rapport au risque d'abcès de paroi, au risque d'ISO, il n'est pas négligeable dans ces chirurgies-là. Et donc, faire des études uniquement à ce niveau ne demandera pas beaucoup de malades, puisqu'on est dans un taux d'à peu près, allez, on va dire 10 à 20% d'infection du site opératoire. Donc, pour montrer l'utilité des champs dans cette catégorie-là de chirurgie, on n'aura pas besoin de milliers de malades. Oui, c'est ça. Moi, je ne me place pas du point de vue du chercheur, je me place du point de vue du praticien. Et je me dis, ce praticien-là, il serait content d'avoir effectivement, de faire les études, d'avoir des résultats d'études démontrant que c'est utile dans ces indications-là. Voilà. Et donc, c'est pour tout le titre, faut-il attendre? Vous voyez, c'est un peu une provocation, mais voilà. Un point de vue intéressant serait celui des chirurgiens de chirurgie cardiaque qui, pour un certain nombre d'entre eux, ont recours à ces champs imprégnés d'iode. Et peut-être que, comme tu le dis, prendre spécialité à risque par spécialité à risque et de voir ce que ça apporte. Oui, on voit bien qu'il y a des gestes ou des spécialités qui sont vraiment plus ciblées en termes d'infection du site opératoire. La chirurgie cardiaque en est une, c'est clair. Madame Christou?
Alors, je pensais aussi à prendre en compte, et je pense que il y a dû avoir des analyses en sous-groupe sur chacune des catégories chirurgicales, les facteurs de risque liés au patient, le patient obèse, en particulier en chirurgie cardiaque, avec, on le sait, plein de facteurs de risque cardiovasculaires, tabagisme. Peut-être qu'il y a eu des analyses en sous-groupe qui montraient là aussi le bénéfice. Alors, pourquoi pas en chirurgie colorectale avec des patients à risque là aussi. Oui, Voilà. la question se pose et c'est vrai que, comme dit Karim Slim, ça vaudrait le coup de peut-être sur ces populations-là de faire des études ciblées. Ouais. En chirurgie colorectale, je me permets d'intervenir, l'infection notamment de parois ne vient pas de la peau, Oui, elle vient probablement. du tube digestif. Donc on peut mettre 3 champs collés si on veut, ça n'empêchera pas, et ça rejoint un peu la remarque d'Ajar sur l'irrigation de la plaie. Donc autant je suis d'accord sur les champs dans l'hépatectomie, etc., autant sur la chirurgie colorectale, c'est plus une chirurgie endogène, une infection endogène qui vient du côlon ou du rectum. Oui. Oui, alors après, c'est pas. Il y a aussi des patients à risque, des situations à risque de contamination. Enfin, c'est pas toujours une fistule, hein. Non, 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 ce n'est pas toujours une fistule, c'est la contamination péropératoire, ce n'est pas une fistule. Je vous laisse conclure. Bien, ben, merci pour toutes ces communications qui ont permis de voir que le sujet est vraiment très multifactoriel, qu'on n'a pas encore de réponse très précise parce que ce sont des études difficiles à faire, on vient de le revoir à l'instant. Et certainement, il faut quand même garder une place pour le bon sens, pour la souplesse intellectuelle et arriver à évoluer au fur et à mesure des petites avancées qu'on peut reconnaître. Merci à tous. Je pense que la communication s'est bien passée et techniquement, on vous remercie. Tout s'est tout à fait bien passé. Oui, merci beaucoup à tous les orateurs, les modérateurs, ceux qui ont travaillé en amont, je pense aux équipes de l'AFC aussi, puis les orateurs qui ont préparé leur topo. Et puis donc, je vous dis mercredi prochain, hein, ne ratez pas le dernier, le 3e des 3 webinaires, où on abordera d'autres sujets, car c'est un sujet, on aurait pu en faire un 4e, hein, puis on en fera peut-être l'an prochain, on verra. Merci en tout cas, bonsoir à vous, bonsoir à tous, et à bientôt.